Le poème qui est soumis à notre étude est le poème Correspondance. Il s'agit du 4e poème dans le recueil des Fleurs du Mal, écrit en 1857 par Baudelaire. 1857 étant la première édition, puisque cette édition sera censurée et recomposée pour former une deuxième édition légale, pour le coup, des Fleurs du Mal en 61. Correspondance occupait donc déjà la place numéro 4 en 57 et gardera cette place. C'est donc un poème qui est important puisqu'il est placé en début de recueil et qui est là pour définir, un petit peu à l'image d'une préface, qui est là pour définir la manière de travailler de Baudelaire. En réalité, on peut voir qu'en poésie, il va définir sa manière d'écrire la poésie. Je procède donc à la lecture. 4. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme des hautbois, verts comme des prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. La problématique qui est soumise à notre étude est la suivante. En quoi ce poème est-il un art poétique ? Problématique pertinente puisqu'on voit qu'il y a une harmonie visible dans le sonnet, qui est une forme fixe, une harmonie visible dans les alexandrins qui sont tous à hémistiche régulier, et un poème qui nous définit ce qu'est l'harmonie. On est donc bien dans le cadre d'une définition et d'une expérimentation simultanée d'un genre littéraire. Pour explorer cette problématique, je prendrai deux parties simplement, en traitant dans une première partie les deux quatrains et dans une deuxième partie les deux tercets qui composent ce sonnet. Je commence ainsi le développement de mon commentaire avec le premier quatrain. Ce premier quatrain est là pour nous présenter la nature en opposition à l'homme. La nature au premier vers est à la même place syntaxiquement que l'homme au troisième vers. Ils sont tous les deux sujets. La nature et l'homme vont être définis l'un par l'autre. La nature d'abord, la nature est un temple, c'est donc un lieu sacré. Ce lieu sacré est constitué de piliers qui vont montrer une certaine verticalité et ces piliers sont vivants, ce qui est le point commun entre la nature et l'homme, sa vie. C'est une nature qui est vivante, sacrée et parlante. Le problème de cette parole, c'est qu'elle est confuse et aléatoire. Le fait que cette parole soit confuse va se retrouver à travers la périphrase les forêts de symboles, symboles qui sont donc non pas le monde représenté, mais une image du monde qu'il nous faudrait interpréter. L'homme, du coup, est défini par rapport non pas à lui-même, mais à cette nature, puisqu'il passe dans cette nature, là où la nature est éternelle, l'homme n'est que transitoire. On reconnaît ici ce que Baudelaire avait théorisé concernant la beauté, qui est à la fois éternelle et transitoire. Donc cet homme transitoire passe à travers les forêts de symboles, et cet homme, qui était sujet de la principale, devient objet de la relative, puisqu'il va être pronominalisé avec le L', qu'il observe avec de regards familiers. À travers cette idée de regard familier, on va avoir l'explicitation de la personnification de la nature, qui était déjà présente avec le N majuscule, et le fait qu'elle parle. Ici, non seulement elle parle, mais elle regarde, et elle regarde de manière bienveillante. Le deuxième quatrain commence avec la conjonction de subordination comme, qui va ouvrir toute une série de comparaisons. En effet, la poésie de Baudelaire est une poésie de correspondance, comme l'explique le titre, c'est-à-dire d'un système d'analogie entre les différents sens
et ces analogies entre les différents sens qui permettront d'expliciter les confuses paroles vont se retrouver dans l'écriture avec la figure de la comparaison et de la métaphore. Comme de longs échos qui de loin se confondent, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. On voit bien que ici la proposition, ou en tout cas le syntagme, est écartelé, puisque le premier et le dernier vers de ce deuxième quatrain sont la suite l'un de l'autre, et au centre, nous avons un deuxième effet de sens. Dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Donc dans les deux unités, on retrouve la figure de la comparaison, vers 5 et vers 7. Et tout ce quatrain va viser à mettre en évidence la notion d'unité et d'harmonie. Unité étant présent au vers 6, ténébreuse et profonde unité, mais étant aussi présente de manière implicite dans le dernier vers, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Plusieurs effets qui vont souligner cette unité. Premier effet, c'est qu'il s'agit du seul alexandrin dont la césure n'est pas marquée à cause de la liaison. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. On a donc bien une liaison entre la 6e et la 7e syllabe. Donc le vers est lui-même unifié. Ce qui unifie aussi le vers, ça va être le fait que le seul verbe possède 3 sujets différents. Et en plus, il s'agit d'un verbe pronominal, puisqu'ils se répondent, sous-entendu les uns les autres. Donc il s'agit bien d'une interconnexion, d'une interaction entre les différents sens, l'odorat pour le parfum, la vision pour la vue pour la couleur, et l'ouïe pour les sons. Enfin, comme un écho, puisque le vers 5 et le vers 8 se répondent, comme un écho est métaphorisé immédiatement et explicitement par le vers 5. Les longs échos qui de loin se confondent, on retrouve l'idée de confusion, mais on retrouve aussi l'harmonie imitative qui montre le fait que les sons que, o, on et de vont se répéter les uns successivement aux autres, formant eux-mêmes des échos. Ces deux quatrains vont donc former la théorie baudelairienne, mais déjà illustrée par la pratique. Théorie qui est que la nature parle, mais que cette parole est confuse. Il va donc s'agir d'interpréter cette parole, et cette interprétation se fera par le poète qui, lui, manipule correctement non pas les mots, non seulement les mots, mais aussi les sens. Je passe ainsi à la deuxième partie, qui sera composée des deux tercets. L'adéquation des sens va être manifestée par le fait de l'utilisation des différentes comparaisons. Ce sont des comparaisons qui s'appuient à chaque fois sur des adjectifs à chaque fois utilisés de manière syleptique. Donc on compare les parfums aux chairs d'enfants, aux hautbois et aux prairies, par l'intermédiaire respectivement des adjectifs frais, doux et verts. Donc les parfums sont frais comme des chairs d'enfants, sachant que frais peut aussi bien faire référence au toucher qu'au goût, les chairs d'enfants. L'adjectif doux peut aussi bien faire référence au son du hautbois qu'au toucher. De la même manière, vert peut aussi bien représenter la couleur que la jeunesse. Il y a donc une interaction, une interconnexion entre ces différents systèmes comparatifs qui vont du coup se confondre et permettre d'interpréter la confusion. Les deux tercets vont être reliés l'un à l'autre, d'une part puisque les vers 9 et 10 vont être séparés des vers 11 à 14 par un tiret, et d'autre part, puisqu'il y a, non pas un enjambement puisqu'il y a une virgule, mais la phrase se poursuit entre les vers 11 et 12. Et d'autres, on parle toujours des parfums, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Plusieurs remarques ici. Les autres, on parle toujours des parfums, ces autres peuvent être corrompus, riches et triomphants.
On a donc ici une connotation non plus physique mais morale, la poésie étant par-delà le bien et le mal, et le fait qu'il y ait des parfums corrompus, c'est-à-dire pourris, pourrait faire référence, de manière implicite, au projet des fleurs du mal, qui sont des fleurs maladives, comme le disait la préface. Ces fleurs du mal, du coup, qui seraient non seulement corrompues, mais aussi riches et triomphantes. La phrase se poursuit, ces parfums ont l'expansion des choses infinies. Il faut bien noter ici la diérèse sur expansion, qui est intéressante, non seulement en termes de versification, mais en termes de sens, puisque expansion a pour but d'étendre et est lui-même étendu. D'accord ? Donc c'est l'expansion des choses infinies modélise et signifie à la fois cette expansion. Les choses infinies, du coup, continuent sur la valeur morale, mais axent plus sur la valeur spirituelle qui était déjà présente avec la notion de nature comme temple au premier vers. Ces parfums corrompus, riches et triomphants vont être ensuite listés. L'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, toujours introduits par la conjonction de subordination comme. Il est intéressant de noter d'une part la liste, mais d'autre part le fait que tous ces parfums exotiques sont des parfums d'origine naturelle, l'ambre et le musc ayant une origine animale, le benjoin et l'encens ayant une origine végétale. Donc par ces parfums et leur explicitation, c'est une porte directe sur la compréhension de la nature qui nous est donnée. D'autant que ces parfums chantent les transports de l'esprit et des sens. Chante, du coup, va faire ici référence à la poésie. C'est donc bien la poésie qui doit expliciter le chant, expliciter dans le sens faire entendre, mais expliciter aussi dans le sens expliquer. Ce qui doit être expliqué, ce sont les transports de l'esprit et des sens, ainsi donc une espèce de transe qu'il s'agirait d'expliquer par l'expérimentation. Ainsi donc, notre problématique était en quoi ce poème est-il un art poétique ? Nous avons vu à la lecture de ce poème qu'il y a tout un réseau de correspondances à la fois horizontales, avec l'interaction des sens entre eux et l'interaction des sens et de la nature, et des correspondances verticales, puisque ces interactions horizontales permettent d'accéder à une spiritualité, voire à du divin. D'autre part, nous avons pu voir qu'il y avait ici un enjeu d'harmonie. C'est par l'harmonie que l'homme aura en lui-même et à la nature qu'il pourra accéder au divin. Cette harmonie devient ainsi un enjeu à la fois éthique et esthétique, ce qui est bien montré ici, puisque par son poème, Baudelaire va définir sa manière de faire de la poésie et va définir l'enjeu et l'écriture des fleurs du mal. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de réfléchir à la syntaxe des relatives dans le premier quatrain. Je vous relis rapidement le quatrain. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Nous pouvons repérer, puisque vous me demandez des relatives, les pronoms relatifs qui les introduisent forcément. Il y en a deux ici, ou, le ou avec accent, et qui. Le ou avec accent introduit du coup la relative suivante, ou de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles. Donc ce vers et demi est entièrement une relative, et le ou étant pronom relatif, il remplace le nom temple, qui est du coup l'antécédent, la nature est un temple étant la principale. Donc deuxième pronom relatif en tout cas, qui, dans le dernier vers du quatrain, qu'il observe avec des regards familiers. Qui est bien un pronom relatif ici. Il reprend forêt. Il pourrait reprendre nature, mais là on peut être sûr qu'il reprend forêt, puisque le pronom relatif occupe toujours la fonction sujet dans la relative. Or ici, le verbe observer est à la troisième personne du pluriel. Et c'est bien le cas de forêt et non pas de nature. Donc, qu'il observe avec des regards familiers est une relative qui va compléter le nom commun forêt et qui nous indique
du coup que l'homme y passe à travers des forêts de symboles sera la principale de cette seconde relative.